Radio Mieux-être. CJLV AM 1570. Radio Mieux-être vous présente l'heure bleue, votre émission culturelle où l'on reçoit des artistes et des personnalités publiques de la scène culturelle. Et voici votre animatrice, Cynthia Sardou. Bonjour à tous et merci d'être avec nous comme chaque vendredi à 15h dans l'heure bleue sur Radio Mieux-être. Donc à la veille du week-end, on passe un moment culturel, votre rendez-vous culturel avec moi. Donc aujourd'hui, j'ai un invité particulièrement spécial et qui s'appelle Patrick Simonin. Alors qui est Patrick Simonin? Mais je suis sûre qu'il vous dit quelque chose. D'abord, il est journaliste depuis 30 ans. Il présente depuis presque 10 ans L'Invité, une émission diffusée sur TV5 Monde qui atteint 350 millions de foyers par jour. L'Invité, c'est des milliers de personnalités reçues à TV5 Monde dans les domaines culturels, politiques, actualités, les grands événements culturels avec son émission comme les Francopholies de Montréal ou le Festival de Cannes. Patrick est un journaliste que j'admire beaucoup, d'une part parce que nous nous connaissons depuis 10 ans. Sous cet air discret se cache un homme qui a une place à part dans le monde de la télévision, un journaliste à qui je voulais rendre hommage aujourd'hui. Ses entrevues les plus mémorables sont celles effectuées avec Bill Clinton, Jean Ferrat, Raymond DeVos et Gilbert Bécaud, des anecdotes que nous évoquerons dans quelques minutes. Grand curieux de la vie, de la lecture et de l'histoire, cet homme discret est un des rares à aimer autant son métier. J'ai le plaisir de l'avoir à l'antenne en duplex depuis Paris. Bonjour Patrick Simonin. Bonjour Cynthia, merci beaucoup pour ce portrait qui me touche beaucoup, qui me flatte beaucoup, qui me fait très plaisir, surtout venant de vous Cynthia. Non mais ça me touche beaucoup parce que vous êtes incroyable, vous interviewez des gens terriblement... vous avez interviewé le monde entier. Moi, je regarde vos émissions depuis très longtemps et je voulais vous rendre hommage parce que vous méritez, vous êtes discret comme personne, vous aimez votre métier, mais je trouve qu'on parle pas assez de vous. Je trouve que vous êtes trop à l'écart des gens, finalement vous êtes proche des gens, mais vous êtes loin derrière les caméras toujours. Oui, mais Cynthia, ça me fait aussi très plaisir ce que vous dites. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le public, ce sont les gens, ce sont les téléspectateurs. C'est pour eux que je fais ce métier, c'est pour eux que j'ai eu la vocation très jeune de faire ce métier, pas tant pour la reconnaissance personnelle que ça pourrait m'apporter. Je n'ai jamais cherché, ni à travers un micro, ni à travers une caméra, un miroir de moi-même. J'y cherche au contraire le miroir des gens, parce que je suis gourmand des gens, je suis gourmand de rencontres, je me nourris de ces rencontres, et le rêve de ma vie, c'était effectivement de rencontrer tous ces gens que je voyais derrière ma télévision quand j'étais enfant, et de me dire qu'est-ce que je pourrais leur dire si je les avais en face de moi, et d'un jour réaliser ce rêve, de me battre pour ça, parce que c'était un combat. Eh bien c'est la plus belle des choses, c'est ma grande reconnaissance, c'est celle que le public me donne quand il m'écoute, ou quand les gens me disent des choses comme vous êtes touchant, ou vous êtes proche des gens, et on aime voir vos émissions, comme vous venez de le faire Cynthia. C'est tout. Merci beaucoup d'abord, et puis je suis c'est un honneur de vous recevoir dans cette émission. Alors je sais que vous allez fêter vos 10 ans très bientôt de l'émission L'Invité. Alors qu'est-ce que vous retenez depuis ces 10 ans? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué finalement en 10 ans de reportage et d'interview? Beaucoup de choses, Cynthia. On a commencé un jour, presque la veille de Noël, avec l'ambition de faire une émission pour le lendemain. J'ai cherché qui je pourrais inviter. J'ai pensé à Bernard Pivot, parce que Bernard Pivot, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je regardais Apostrophe quand j'étais enfant avec ma grand-mère. Je regardais ces écrivains merveilleux. Et Pivot, je l'admirais parce qu'il a une gourmandise de partage, d'échange avec le téléspectateur. Il donne envie de lire, il donne envie d'aller au-devant
devant, de découvrir des choses qu'on ne connaissait pas avant. C'est la télévision que j'aime. Et donc j'ai pensé à Bernard Pivot. Et Bernard Pivot a accepté tout de suite d'être mon invité pour le lendemain. Et donc on a fait cette émission qui était formidable et c'était lancé. Et ça fait, comme vous le disiez Cynthia, presque 10 ans que ça dure maintenant, avec des rencontres formidables dans tous les domaines. Parce que j'aime la diversité. Je trouve qu'il n'y a pas de domaine réservé entre la culture, la politique, les sciences, les écrivains. Je trouve que tout ce qui est intéressant, ce sont les hommes et les femmes qui portent les choses derrière. C'est ceux qui nourrissent la société, c'est ceux qui nourrissent notre époque, qui nous font vraiment apprendre, qui essayent de nous élever, de nous apprendre des choses, finalement à être plus grands que nous-mêmes. Bravo, c'est une belle leçon, moi je dis, c'est à retenir. Moi je vais la réécouter cette émission très souvent pour me repositionner un petit peu et me recentrer sur ce que je vais faire et sur les invités que je vais recevoir, parce que vous êtes pour moi un sorte de maître du journalisme. Vous apprenez à travers vous, je prépare un petit peu mes émissions en fonction de ce que vous faites, la manière dont vous parlez aux gens. Donc vous êtes un exemple pour moi d'un grand journaliste, et vous êtes un exemple très très rare qui est passionné par son métier. Vous êtes un passionné. Mais oui, Cynthia, ça me fait très très plaisir tout ce que vous me dites. Vous savez, j'étais en classe de 5e lorsque le professeur a demandé de faire une dissertation sur ce qu'on voudrait faire plus tard, et j'ai répondu journaliste. J'étais gamin. Pourquoi? Parce Incroyable. que je voulais découvrir le monde, et je voulais surtout aller au-devant de choses très différentes dans la vie, pouvoir m'intéresser à des choses très très différentes, pouvoir m'intéresser à tout en fait, parce que tout est intéressant et tout m'intéresse. Et c'est ça qui m'a plu dans ce métier. Outre l'idée que j'avais au départ de voyager, je suis parti outre-mer, je suis allé en Nouvelle-Calédonie, j'ai travaillé en Martinique, j'ai beaucoup voyagé grâce à ce métier, et aujourd'hui je voyage en rencontrant des personnalités, parce que c'est un voyage intérieur, chacun a son propre univers, et quand on rencontre quelqu'un, on en sort un peu grandi, parce qu'on a appris des choses sur eux et on a appris aussi sur nous. Et c'est ça qui me plaît. Et comme vous le dites, Cynthia, c'était vraiment une vocation. Quand j'étais petit, j'avais un petit magnétophone à cassette et je m'amusais à interviewer des gens dans la rue. J'allais à la boulangerie demander une baguette de pain, et j'enregistrais la vendeuse en train de me servir une baguette de pain que je réécoutais ensuite avec mes cousins. Je m'amusais à faire des émissions de radio en imitant, en me prenant pour Jean-Pierre Foucault. À l'époque, j'écoutais sur RMC, il y avait Jean-Pierre Foucault et Léon, et ça a bercé Léon mon enfance. Zitrone. Voilà. Vous parlez de Léon Il y avait Zitrone. il y avait tout ça, et donc le kit au double, les émissions de Zapimax que j'ai eu la chance de rencontrer ensuite, et tout ça me fascinait. Le monde de la radio me fascinait, la télévision me fascinait. Je pouvais rêver d'un métier public, j'avais pas l'ambition d'aller au-delà, et je me suis dit finalement, journaliste, c'est être passeur, c'est rencontrer des gens, faire partager des choses aux autres, et c'est ça qui est ma vocation. Alors justement, l'un de vos frissons a été d'entendre votre nom prononcé à l'antenne lors de votre premier stage à France Inter. Oui, c'était le rêve de votre enfance qui était en train de se réaliser. Oui, Cynthia, c'est vrai, parce que c'était au mois d'août, juillet-août, un stage de 2 mois après avoir fait des études pour cela. Mais c'était, voilà, quand on est jeune, qu'on rêve d'être journaliste, un stage, ça n'est pas encore la porte grande ouverte. Il faut faire ses preuves. On vous propose à l'époque à France Inter d'être en stage d'observation, et moi je voulais pas être en observation, je voulais prendre le micro. Et donc je me suis battu pour ça, d'aller interviewer des gens, de rentrer à France Inter et de dire je ramène quelque chose, une interview d'un ministre, je me souviens de choses comme ça. Et puis je rentrais dans ma chambre universitaire, j'avais encore ma chambre universitaire, ma toute petite chambre universitaire à Paris, et j'écoutais sur une toute petite radio le matin les journaux en me disant est-ce que mon nom va passer, est-ce que mon bobino va passer, et j'ai entendu là pour la première fois un tel qui parle au micro de Patrick Simonin. J'avais pas beaucoup de mérite, mais j'avoue que ce jour-là, j'ai été le plus heureux des hommes. Hein. Ah, ben c'est un très beau souvenir. Puis alors, vous en avez d'autres. Vous parliez tout à l'heure de vos années passées en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, où vous avez appris votre métier en faisant à la fois du reportage et de la présentation de vos premiers JT. Votre première apparition, en fait, à la télévision.
Absolument. Ma première apparition à la télévision, ça a été pour une page des sports en Nouvelle-Calédonie. En fait, je vous le disais, je ne suis pas quelqu'un du paraître. Je ne cherche pas à aller à l'antenne comme certains de mes confrères qui rêvaient de la présentation. Moi, ce que j'aimais, c'était le reportage, aller sur le terrain. En Nouvelle-Calédonie, c'était formidable. On prenait des hélicoptères, on allait en mer. On allait faire des reportages sur des courses de chevaux, on allait sur des îles, on faisait des choses formidables. On voyageait, on allait en Australie, on allait partout. Et un jour, le directeur me dit, tu vas présenter le journal. Pour moi, c'était horrible. Je ne voulais pas parce que ça voulait dire que j'allais rester enfermé dans un studio, j'allais devoir préparer un journal enfermé dans une pièce. Et donc, j'étais pas tellement chaleureux pour ça. Il m'a dit, tu le fais quand même. J'ai dit non, je me sens pas prêt. Et il m'a confié la page des sports. Je n'y connaissais rien du tout. Et donc, j'ai présenté la page des sports. Quel courage! Essayant de regarder la caméra, ce drôle d'objet un peu bizarre. Et c'est pas évident quand pour la première fois, vous avez regardé un objet qui est une caméra en imaginant que cet objet, eh bien, ce sont des êtres vivants qui vous regardent, qui sont cet objet-là. Et regarder un objet comme ça en essayant de le regarder avec intérêt, enfin de regarder les gens dans les yeux à travers une caméra, c'est une belle expérience. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté, Cynthia. Vous vous rendez compte, ça fait alors justement 30 ans. Alors on va faire une petite pause tout de suite et puis on va revenir sur votre parcours assez singulier. On revient tout de suite sur Radio Mieux-être dans l'heure bleue avec Cynthia Sardou. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Croyez-vous que si l'alcoolique vous aimait, il ou elle cesserait de boire? Les groupes familiaux Al-Anon sont pour tous ceux dont la vie a été affectée par la consommation d'alcool d'une autre personne. Pour une réunion dans votre localité, composez le 1-888-425-2666. 1-888-425-2666. Un message des groupes familiaux Al-Anon. Ici Nicolas Tétrault, fondateur de Royal Lepage du quartier, expert en immobilier résidentiel et commercial pour tout le Québec. Si vous avez des besoins en immobilier résidentiel, vous voulez vendre votre maison, votre duplex, votre triplex, déménager, vous pensez également investir en immobilier commercial, vous achetez un fonds de commerce, préparez votre fonds de pension, n'hésitez pas à m'appeler et ce 7 jours sur 7 au 514-419-9888. Je vous remercie. Ici Alexandre Aubry, astrologue. Je vous invite tous les vendredis à 11h sur les ondes de Radio Mieux-être pour vous parler de vous, pour connaître vos points forts, vos points faibles, ce que la vie vous réserve. Avec votre date de naissance, heure et lieu, je suis en mesure de répondre à plusieurs de vos questions en montant votre carte du ciel. C'est le vendredi à 11h sur Radio Mieux-être. Merci de revenir avec nous dans l'heure bleue avec Cynthia Sardou et mon invité Patrick Simonin. Alors nous parlions de ce parcours incroyable et on va suivre avec votre premier JT à TV5 Monde. Vous étiez pigiste pour présenter les flashs et vous avez donc durant ce flash assisté à un coup d'État et je dirais que vous avez des liens directs, enfin en tout cas un lien avec Gorbatchev, Mikhail Gorbatchev qui était l'ancien chef d'État de l'URSS, précédemment appelé URSS. Et le directeur vous a demandé de prendre l'antenne de toute urgence. Alors ça, c'est un pour le coup, c'est vraiment quelque chose d'inattendu pour vous à ce moment-là. Absolument, Cynthia. C'est à la fois une chance et une grande angoisse dans ce métier. Lorsque la porte s'ouvre, il faut foncer et pas se poser de questions. Même si on n'est pas sûr d'y arriver, il faut y aller quand même. Et donc, effectivement, il y avait eu ce coup d'État qui avait renversé, Boris Yeltsin avait renversé... Le putsch de Moscou. Et j'étais là de permanence. Le présentateur officiel n'était pas encore arrivé. Et donc, le directeur est venu me taper sur l'épaule en me disant « Est-ce que tu serais prêt à présenter l'édition spéciale, le journal, etc., le grand journal ?» Et donc, j'ai dit bien sûr oui, sans savoir si c'était vrai, mais il fallait dire oui immédiatement. Et je me suis retrouvé avec une pile de textes, parce que les nouvelles arrivaient sans arrêt, contradictoires. Donc, j'étais perdu dans toutes ces informations. Et je suis parti à l'antenne avec mon paquet de feuilles sous le bras en me disant « Ça va être une catastrophe ».
une catastrophe. Et finalement, c'est quand les choses s'annoncent les pires qu'elles se finissent par se passer, et ça s'est bien passé. Et puis finalement, tout le monde a été content. Et quelques années après, pas très longtemps après d'ailleurs, j'ai interviewé pour la première fois Mikhaïl Gorbatchev, qui était venu d'ailleurs à TV5, et je l'ai même interviewé 2 ou 3 fois, Gorbatchev. C'est aussi un beau souvenir de rencontre, l'ancien président de l'URSS. Bah oui, c'est clair. Enfin, moi, je suis complètement admirative face à tout ce que vous me dites, parce que c'est des souvenirs et des anecdotes assez incroyables. D'ailleurs, vous en avez d'autres, des anecdotes assez incroyables. Je dirais, moi, je reviens quand même sur les chefs d'État que vous avez interviewés. Vous avez interviewé aussi Bill Clinton. Mais parlez-moi de ceux qui vous ont le plus marqué. Bill Clinton vous a certainement marqué. Mais oui. Racontez-nous un peu, dites aux auditeurs quelle ambiance ça faisait d'avoir un chef d'État en face de soi et de le présenter, de faire son portrait. Ou est-ce que vous étiez, vous parliez d'actualité ou vous lui faisiez un portrait? Alors, Bill Clinton, ça s'est passé à l'hôtel George V à Paris. Il avait écrit un livre important, très gros livre qui devait faire 1000 pages. Et donc, il donnait une interview. J'avais rendez-vous avec lui dans une très jolie salle de l'hôtel George V. Et son entourage vient en me disant, mais on a pris du retard. L'interview ne pourra durer que 3 minutes maximum. On a pris du retard, etc., etc. Bon. Et donc, Bill Clinton arrive. Je me suis dit, comment je vais faire pour capter son attention pour qu'il n'ait pas envie de partir au bout de 3 minutes, pour essayer de le garder. J'ai dit, il faut être original. Et donc, comme j'avais lu quand même son livre, je savais qu'il y avait des choses étonnantes dans son livre dont personne ne lui parlait. Tous les journalistes qu'il rencontrait à ce moment-là lui posaient des questions sur la situation au Proche-Orient, sur la situation des rapports des États-Unis, etc., ou de ce que faisaient les États-Unis. Et moi, j'ai pris un passage dans son livre où il racontait qu'il adorait aller dans les cimetières. C'était étonnant pour un homme qui semble incarner la vie, qui semble être aussi extraordinairement dynamique. Et qu'il avait une fascination. Son père avait été alcoolique. C'est un homme qui a eu des blessures dans sa vie. Et donc j'ai commencé l'émission en lui parlant de ça. Et il a été extrêmement surpris. Ah oui. Et cette espèce de façon d'aborder l'interview complètement rebousse-poil fait que je l'ai gardé pendant 30 à 40 minutes. Ah, c'est incroyable ça. Et Cynthia, à la fin de l'émission, il ne partait plus, et alors j'étais sur le côté, on était en train de ranger le matériel, alors que je croyais qu'il était pressé. Il s'est approché de moi et il m'a parlé à quelques centimètres de mon visage, et il m'a dit, quand j'étais venu en France, j'avais connu une fille à l'époque, elle était extraordinaire, elle m'avait fait visiter la France, Paris, j'aurais tellement voulu, j'ai tout fait pour la retrouver et je ne l'ai jamais retrouvée. Et là j'avais ses yeux qui brillaient devant moi et je voyais qu'il était tellement heureux de reparler de tous ses souvenirs. Vous savez, les hommes, quand on les prend dans des situations, quand on ne va pas forcément sur des terrains déjà connus, ils peuvent dire des choses tout à fait formidables. Et Bill Clinton, ça a été une rencontre formidable ce jour-là. Et j'en ai profité pour lui dire une chose qui m'a aussi vraiment fait plaisir. Excusez-moi si je suis un peu long. Non, au contraire, allez-y, vous avez du temps. On est là encore pour plusieurs quarts d'heure. J'avais une grand-mère que j'aimais beaucoup et avec laquelle je regardais souvent la télévision dans ma jeunesse. Et on voyait Bill Clinton à la télévision au moment de l'affaire Monica Lewinsky. Et ma grand-mère me disait, oh là là, ils sont incroyables ces Américains, qu'est-ce qu'ils ont à l'embêter ce président avec ses histoires, on s'en fiche, il est formidable, il a raison, au moins c'est un homme. Voilà ce que me disait ma grand-mère. Et lorsque j'ai eu Bill Clinton en face de lui, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, comme ma grand-mère était décédée depuis, elle n'était plus là, je me suis dit comme une sorte de dialogue par l'au-delà. J'ai l'occasion de faire vivre ma grand-mère en rapportant à Bill Clinton ce qu'elle me disait. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui. J'ai dit à Bill Clinton, vous savez, j'avais ma grand-mère, voilà ce qu'elle disait de vous. Et il a rigolé. Et je me suis dit, c'est formidable quand même, parce que, quelque part, j'aurais jamais imaginé à l'époque devant ma télévision avec ma grand-mère qu'un jour, je répéterais à celui qui était dans la télévision, président des États-Unis, ce que ma grand-mère était en train de me dire sur le canapé à côté de moi. Ah, ça, c'est un beau témoignage. En tout cas, merci de nous le faire partager. Et quel autre chef d'État vous avez côtoyé, je crois, monsieur, justement au Québec, vous avez interviewé du monde ici.
Oui, tous les premiers ministres, le premier ministre actuel bien sûr, ses prédécesseurs, Madame Marois, la précédente, Monsieur Charest, tous les responsables politiques, les ministres, Madame Saint-Pierre actuellement, tous les ministres du Québec. Vous savez, j'adore le Québec. Oui, alors justement, dites-nous ce que vous ressentez, parce que les Québécois aiment beaucoup les Français. Puis aime beaucoup votre émission. Moi, j'ai entendu dire on aimait beaucoup votre émission et qu'on vous retrouvait tous les étés aussi. Je rappelle qu'il y a les Francopholies de Montréal chaque été et vous y êtes. Oui, bien sûr, j'y tiens beaucoup. J'ai besoin, de me nourrir un petit peu du Québec. C'est un besoin d'y aller. Quand je n'y suis pas allé depuis un certain temps, ça me manque parce que c'est les gens qui me manquent. C'est leur gentillesse. C'est leur incroyable appétit pour la culture. Je n'ai jamais vu un peuple qui a une telle appétence pour la culture, pour qui la chanson est si importante. Moi qui aime tant la chanson, pour qui la littérature compte autant. On entend au Québec, on va dans un magasin, on entend des caissières qui parlent de la dernière pièce qui est en ce moment à l'affiche. C'est-à-dire tout le monde se nourrit de la culture. Donc j'adore ça. Et puis le Québec est un pays magnifique. Voilà, il y a une telle proximité, on apprend beaucoup en tant que Français, on apprend beaucoup à rencontrer, à vivre avec les Québécois. J'ai presque l'impression que je prendrais l'accent au bout de quelques jours si je restais plus longtemps, Cynthia. Mais vous ne l'avez pas encore, Cynthia. Non, je ne l'ai pas encore, mais j'utilise certaines expressions québécoises du reste. Ah, c'est merveilleuse. Mais oui, alors il nous reste un petit peu de temps. 2 minutes. Alors on va justement parler culture. On va évoquer d'autres anecdotes que vous avez vécues vous parlez musique et culture. On va parler de Jean Ferrat, qui était l'un de vos héros de votre enfance en Ardèche, où vous alliez en colonie et vous avez croisé avec votre mère cet homme, ce Jean Ferrat. Alors racontez-nous un petit peu cette anecdote-là, et bon, c'est pas un Québécois, Jean Ferrat, mais en tout cas, il a marqué la culture francophone. Bien sûr, et vous savez, moi je suis ardéchois, Cynthia, donc c'est une terre qui me parle, qui est la terre de mon enfance. Quand j'entends les chansons de Jean Ferrat, ça sent la luzerne, ça sent la lavande, ça sent les odeurs de mon enfance. Dès que j'entends sa voix, alors ça a une consonance extraordinaire pour moi. Jean Ferrat, effectivement, en colonie de vacances, il venait jouer aux boules devant la colonie, sur la cour. On écoutait ses 45 tours, et je le voyais dans les bistrots qui jouaient à la belote. Je le croisais partout, et j'écoutais ses chansons. J'ai grandi en écoutant ses chansons, sa voix merveilleuse, ses paroles magnifiques. Et un jour, quelques années plus tard, il est venu à TV5. Et il est venu, alors qu'il aimait pas beaucoup les interviews, hein. Et la première chose qu'il m'a vu en me disant, il m'a dit, mais vous venez du Teil, en Ardèche, et vous êtes à Paris à faire de la télévision. Il était très impressionné, comme si pour lui, le fait de venir d'Ardèche, c'était quelque chose, et de se retrouver à la télévision à Paris, c'était vraiment un véritable exploit. Et j'étais très touché par ça. Et il était d'une gentillesse, d'une simplicité absolue. Il parlait comme les Ardéchois. C'était un véritable, et alors, il est resté fidèle puisque j'ai fait sa dernière interview télévisée. Je le croisais sur la place d'Entraigues. Il venait chercher son courrier, le matin. Hein, il recevait beaucoup de lettres d'admiratrices. Et bon, Jean Ferrat, pour moi, c'est un beau visage, c'est une humanité, c'est un immense talent. Depuis qu'il est mort, l'Ardèche a perdu vraiment quelque chose. Il manque quelque chose. Alors on va faire une pause sur ces mots, sur ces petits mots-là, vraiment qui lui rendent hommage. On va revenir tout de suite après la pause pour la suite. On va parler de Raymond DeVos et de Gilbert Bécaud. À tout de suite sur Radio Mieux-être dans l'heure bleue avec Cynthia Sardou et Patrick Simonin. Famille, consommation, alimentation, santé mentale, travail, logement. Vous avez besoin de renseignements? Vous cherchez des ressources ou des organismes communautaires, quel que soit le domaine? Depuis 50 ans, le Centre de référence du Grand Montréal vient en aide à plus de 100 000 personnes chaque année. Son service est gratuit et confidentiel. Le Centre de référence. Informé pour aider. Appelez-nous au 514-527-1375 en semaine de 8h15 à 16h30.
514-527-1375. Voici les informations. Washington a formellement rejeté le projet de TransCanada pour transporter du pétrole des sables bitumineux de l'Alberta vers les raffineries du sud des États-Unis. C'est le président Barack Obama qui en a fait l'annonce ce midi en précisant qu'il en a parlé ce matin au nouveau premier ministre canadien Justin Trudeau qui lui aurait manifesté sa déception. Selon diverses sources, le bruit d'une explosion peut être clairement entendu sur les bandes d'enregistrement de l'avion russe qui s'est écrasé la fin de semaine dernière en Égypte. Des responsables américains et britanniques évoquent déjà depuis plusieurs jours la possibilité que l'avion ait été détruit par une bombe en plein vol. Et certaines clauses du partenariat transpacifique à l'égard du secteur laitier canadien pourraient avoir un effet plus négatif à long terme que ce qui avait été anticipé. Ici Magdalene Boutros, La Presse canadienne. Vous écoutez Radio Mieux-être, CJLV AM 1570. Merci d'être de retour parmi nous dans l'heure bleue avec notre invité du jour, Patrick Simonin, un invité spécial que j'admire particulièrement. Alors on disait tout à l'heure, cher Patrick, on parlait de culture et vous avez rencontré aussi, vous avez interviewé souvent Raymond DeVos. Alors vous avez été ému de le retrouver chez lui peu de temps avant son décès. Et racontez-nous, alors il était, il vous a dit des choses assez touchantes et émouvantes avant son départ. Raymond DeVos, qui était un amoureux du Québec, je le dis vraiment sur Radio Mieux-être, parce que la première fois où je l'ai interviewé, il est venu à TV5 parce qu'on lui avait dit TV5 s'est reçu au Québec. Et pour lui, c'était la porte d'entrée, il fallait absolument venir. C'était un être délicieux, il était d'une fragilité absolue. Je l'ai rencontré, interviewé, à chaque fois c'était un spectacle permanent. Je l'aurais écouté pendant des heures. Il était dans la vie comme sur scène. Effectivement, je l'ai retrouvé peu de temps avant sa mort chez lui, en banlieue parisienne. Il avait une maison avec un grand parc. Il avait beaucoup de difficultés à se déplacer. J'ai vu un clown triste, un clown qui sentait que c'est joué parce que c'était comme un enfant. Raymond, il avait une pièce au premier étage chez lui où il y avait un bric-à-brac d'objets comme des jouets d'enfants et une banquette où il s'endormait au milieu de ces objets le soir. Des fois, il descendait pas dans sa chambre, il dormait au milieu de ces objets, de ses souvenirs. Et je sentais que tout ça allait lui échapper. Dans la cour, il y avait une vieille voiture, une DS, je crois, qui rouillait. Et c'était la voiture qui, pendant des dizaines d'années, avait servi pour se déplacer en tournée de ville en ville. Il apportait la joie, la bonne humeur. Et cette voiture était devant chez lui, en train de rouiller. Il était seul. Il était triste aussi. Il y avait une table sur laquelle il y avait une seule assiette pour préparer son déjeuner. Il y a une dame qui lui préparait son assiette. Il m'a dit que plus personne ne lui téléphonait. Je peux le dire parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit, la seule personne du métier qui m'appelle, c'était Robert Lamoureux, qui d'ailleurs depuis est mort. Il m'a dit, c'est le seul qui m'appelle. Tout le métier l'avait complètement oublié. Il m'a dit, tu sais, Patrick, je suis triste, je ne pourrai plus monter sur scène, je ne pourrai plus venir dans ton émission. Et moi, je lui ai dit, mais si, Raymond, ça va aller mieux, voilà, ça va aller mieux. Et il m'a dit, j'ai pas toujours été parfait, voilà, il m'a fait quelques confidences c'est des choses très intimes que je ne peux pas rapporter. Oui, bien sûr. Et c'était, pour moi, c'est un très grand artiste. Il faut écouter Raymond DeVos, il faut lire les textes de Raymond DeVos. C'est quelqu'un qui a laissé une œuvre fantastique. En tout cas, moi je suis très bouleversée de ce que je viens d'entendre, vraiment, parce que Raymond DeVos, elle a vraiment laissé une trace dans le monde du one-man show, du texte, de l'écriture, etc. Enfin, sa fille a repris le relais au cinéma et au théâtre.
Mais c'est vraiment merci de nous partager certaines de vos expériences. Alors on va passer à Gilbert Bécaud. Alors figurez-vous que dernièrement j'ai reçu Mario Pelcha qui lui rend un hommage dans un très bel album qui s'intitule Et maintenant, et qui cartonne ici au Québec. Il est numéro 1 des ventes. Enfin, et Mario, j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'interviewer. Et alors, pour revenir à Gilbert Bécaud, quand vous étiez étudiant, il vous avait donné une entrevue avant un spectacle avec beaucoup de gentillesse. Et qu'est-ce qu'il vous a dit à la fin? Ah, ça, c'est un grand souvenir. Et C'était oui. à la Grande Motte, en été. Et donc, j'avais des amis qui travaillaient sur une petite radio locale. C'était le moment des radios locales qui éclosaient. Évidemment, moi, je suis foncé dans les radios locales. J'ai fait des émissions sur les radios locales. Et donc, j'allais essayer d'interviewer des artistes avant ou après les spectacles, mais il fallait se faufiler. Et donc, j'ai attrapé Gilbert Bécaud dans un couloir en lui disant, je suis journaliste pour une radio. Bon, je lui dis le nom de la radio. Personne ne la connaissait. Il connaissait pas. Je dis, est-ce que je peux avoir 1 minute, 2 minutes avec vous? Il m'a répondu, oui, c'est possible, tout de suite. J'ai dit tout de suite. Et on s'est assis par terre. Et là, pareil, j'ai essayé de le garder le plus longtemps possible. J'ai éclusé la bande à magnétique. C'était des grosses bandes à l'époque sur des magnétos à bande. Et à un moment, il me regardait. Il avait mis ses lunettes de soleil. Je ne savais plus quoi dire. J'étais impressionné. Je lui dis, bah, vous m'impressionnez avec vos lunettes. Il m'a dit, ah, je les enlève alors. En fait, j'étais impressionné tout court. C'est pas les lunettes qui m'impressionnaient. Et il avait toujours sa cravate à pois. Ah, il était formidable. Et donc, à la fin de l'interview, il s'est levé, il m'a dit des mots très gentils, il m'a dit, vous irez loin. Oh, Bon, ça c'est formidable. Et des années plus tard, on me dit, bon, il y a Gilbert Bécaud qui vient de sortir un disque, il était en fin de carrière, il intéressait plus grand monde, je dois vous le dire, Cynthia. Les maisons de disques disaient, bon, invitez Gilbert Bécaud, il était plus trop dans le coup. Moi, j'ai dit, mais quoi, Gilbert Bécaud, je veux Gilbert Bécaud. Et donc, il est arrivé, et je lui ai raconté l'anecdote, je lui ai dit, vous savez, vous m'avez encouragé, vous avez été formidable. Il m'a dit, oh, bah, j'ai eu raison. J'ai dit, oui, mais voilà. Et à la fin de l'émission, il m'a dit, on va boire un verre quelque part et tout ça. Et donc, on est partis tous les deux. On a sorti de la rue Cognac-G, on est allé avenue Bosquet dans un café. On a traversé la rue, je me souviens, il avait, comme vous dites Cynthia, ce beau costume bleu avec sa cravate, ce qui fait que les gens, je voyais les voitures qui passaient, qui le voyaient à l'arrêt du feu et qui le regardaient, le reconnaissaient, etc. Et on est allé dans un café. Et le type lui dit, qu'est-ce que vous voulez boire, monsieur Bécaud? Il dit, vous savez, j'ai un médecin qui est très dur, alors vous me servez un grand verre d'eau. Il dit, ah bon? Et puis vous rajoutez la moitié de whisky. Je la connaissais, c'est pour ça que j'ai rien à voir. Mais elle est excellente. Et là, voilà, c'était la dernière fois où je l'ai vue. D'ailleurs, j'invite aux personnes qui nous écoutent à écouter le dernier album de Mario Pelcha parce que c'est vraiment très beau. Moi, je me le suis procuré et je trouve que c'est magnifique. C'est très romantique, c'est très la voix est oui parce que Mario Pelcha c'est un chanteur populaire québécois que vous devez connaître, mais qui va certainement passer en France bientôt, je le sais. En tout cas, on lui souhaite tous les succès. Et ensuite, Patrick, pour revenir à vous, vous avez aussi rencontrer des gens tels que d'autres chanteurs. Enfin, vous avez interviewé tout le monde de toute façon. Je me demande même que ma question prochaine serait qui n'avez-vous pas interviewé? Ah bah par exemple Alain Delon, je n'ai jamais interviewé Alain Delon. Ah oui, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup que je n'ai pas interviewé dans les artistes. Hein. Même Johnny, je l'ai quand même interviewé 2 fois. Parmi les gens qui sont difficiles à avoir. Parce que malgré tout, et d'ailleurs je l'ai interviewé notamment une fois à Montréal lorsqu'il est passé en concert au festival d'été il y a 2 ou 3 ans de ça. Donc oui, bah les gens que je n'ai pas interviewés, je dirais j'aurais aimé interviewer ceux qui ne sont plus là. J'aurais aimé interviewer Brassens, j'aurais aimé interviewer Jacques Brel, j'aurais aimé interviewer tout ça, mais je suis arrivé trop tard. J'ai failli interviewer Léo Ferré, mais le pauvre, il est mort juste avant que je puisse le faire. Je suis arrivé trop tard pour toute cette génération formidable. Mais voilà, je les admire quand même.
D'accord. Alors on va passer à un livre un jour. Alors ça va peut-être étonner tout le monde, mais moi ça ne m'étonne pas. Et puis je trouve ça tellement, moi ça fait partie de mes livres aussi favoris. C'est Tintin, les aventures de Tintin au Tibet de Hergé. Alors pourquoi ce livre, Patrick? Parce que vous vous reconnaissez dans le personnage qui est Tintin? Peut-être, Cynthia, peut-être que dans mon enfance, Tintin m'a inspiré. En tous les cas, ça a été le personnage de mon enfance. J'ai passé toute mon enfance à lire, relire les albums de Tintin. Les albums étaient tellement usés qu'ils étaient en lambeaux, il n'y avait plus de couverture et les pages tombaient par terre. Je les lisais avec mes cousins, on faisait jouer les personnages, on les lisait à haute voix, les bulles, etc. Moi, je dis Tintin parce que si on me dit, voilà, on demande à quelqu'un son livre préféré, on va avoir tendance à dire un grand livre pour se faire mousser, pour dire, voyez, comme je suis intelligent, je lis des grands livres, etc. Non, moi je dis la vérité. Pour moi, Tintin au Tibet, c'est un chef-d'œuvre. Hergé, que je n'ai pas interviewé, j'aurais aimé tant l'interviewer, mais c'est un chef-d'œuvre absolu. Il y a la rencontre avec Chang dans ce livre. Il y a une période d'Hergé qui était profondément dépressif, qui cherchait à travers la blancheur de la neige une sorte de pureté intérieure, qui a mis beaucoup de lui à travers cet album de Tintin, c'est le personnage qui monte en haut de cette montagne, qui affronte les symboles que sont le singe, les animaux dangereux, et qui va perdre Chang. Et c'est là où il y a la seule fois où on voit Tintin pleurer. C'est lorsqu'il apprend la mort de son ami, ou qu'il croit que son ami est mort. Donc pour moi c'est très beau, parce que j'adore la bande dessinée. J'ai interviewé beaucoup d'artistes de bande dessinée. Maintenant la bande dessinée est reconnue comme un art majeur. Ça n'a pas été le cas, ça n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années. Et je suis tellement heureux d'avoir rencontré Maurice, le dessinateur de Lucky Luke, de l'avoir interviewé plusieurs fois, d'interviewer Uderzo, qui va venir encore la semaine prochaine à TV5 Monde, qui est presque devenu un ami, le génial dessinateur d'Astérix, d'avoir interviewé Roba, qui était dessinateur de Boule et Bill, d'avoir rencontré tous ces personnages-là, Greg, qui avait créé Achille Talon. Il y a beaucoup de tous ces grands artistes de la BD qui aujourd'hui sont disparus, mais c'est quand même quelque chose qui nous a aidé à vivre la bande dessinée. Tous ces personnages-là, c'est formidable. Et Tintin, c'est le sommet de tout ça, c'est le sommet. Je voudrais citer Franquin aussi. J'aurais tellement aimé rencontrer Franquin. Voilà. Merci. Alors, quand on va passer une musique que vous aimez aussi particulièrement, on va dire le titre, c'est Quand faut y aller, de Henri Salvador. On revient tout de suite pour nous dire ce que cette musique évoque pour vous. À tout de suite sur Radio Mieux-être. À 15 ans, on jouait dur et les blasés, en regardant les filles passer. Mais la première fois qu'il faut sauter le pas, on a les jambes en coton et le cœur en accordéon. Eh oui, mais quand faut y aller, il faut boire le vin quand il est tiré. Y a rien à faire, il faut y passer. On se jure d'être un joyeux célibataire, à l'abri des futures belles-mères. Mais on tombe amoureux, elle pousse trop loin le jeu, et on s'aperçoit trop tard que l'on doit se marier dardard. Eh oui, mais quand faut y aller, il faut boire le vin quand il est tiré. Y a rien à faire, il faut y passer. Quand faut y aller. Le samedi, on a fini de travailler, et le week-end, ça c'est sacré. On dort jusqu'à midi, on redort l'après-midi. À peine on tire sa flemme, et v'là le lundi qui se ramène. Eh oui, mais quand faut y aller, il faut boire le vin quand il est tiré. Y a rien à faire, il faut y passer. Quand faut y aller. Quand on sent qu'on va retourner à la terre, on cultive l'art d'être grand-père. Doucement on se prépare, et quand vient le grand départ,
avant de passer le pont. On se dit la vie, c'est drôlement bon. Eh oui, mais quand faut y aller. Il faut boire le vin quand il est tiré. Y a rien à faire, il faut y passer. Quand faut y aller, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Ici Luc Mathieu, naturopathe. Vous avez un enfant qui souffre du déficit de l'attention ou d'hyperactivité. Le produit Genius de NutriPure est une solution naturelle scientifiquement reconnue depuis plus de 10 ans. En effet, Genius pour enfants et adolescents est un produit de santé naturelle qui aide à augmenter la concentration, renforcer et rééquilibrer le système nerveux, diminuer efficacement et sans effet secondaire les symptômes du trouble déficitaire de l'attention ainsi que l'hyperactivité. Essayez Genius de NutriPure dès aujourd'hui, disponible en magasin de produits naturels et en pharmacie. Ici Dolores Lamar. Je vous invite à mon émission La Voix du lâcher-prise, un moment de partage et d'échange dans lequel je recevrai des invités qui œuvrent dans le domaine du mieux-être, du développement personnel, des relations humaines et de la médecine complémentaire dans un objectif de prévention et d'équilibre personnel. C'est donc un rendez-vous que je vous donne chaque semaine sur les ondes de Radio Mieux-être. Cette émission vous revient tous les dimanches à 10h. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez Radio Mieux-être. Saviez-vous que vous pouvez nous entendre via votre téléphone au 438-797-2878 et partout aux États-Unis sans frais au 1-832-799-1778 et sur nos applications mobiles gratuites iPhone et Android. Radio Mieux-être, la première radio québécoise entièrement vouée à la santé et au mieux-être, dans toutes ses dimensions. Alors Patrick, justement, qu'est-ce que cette Henri Salvador a évoqué pour vous, en tout cas dans la chanson « Quand faut y aller, faut y aller ». D'abord, c'est une belle chanson entraînante, c'est le signe de la vie. Quand la faut joie, y aller, faut y aller. Il faut boire le vin quand joie, il est tiré, il n'y a rien à faire, il faut y passer. Quand faut y aller, faut y aller. Je connais cette chanson-là par cœur. Je trouve qu'Henri Salvador était un type formidable. Lui aussi a bercé mon enfance. J'aimais ses disques, des pochettes pleines de couleurs. Les disques s'appelaient Rigolo d'ailleurs. La maison de disques s'appelait Rigolo. Et j'adore rire, Cynthia. J'adore la vie. J'adore les chanteurs fantaisistes. Je trouve que on se prend trop au sérieux aujourd'hui. J'adore Annie Cordy. J'adorais Carlos. J'adore Henri Salvador. Carlos, que je connaissais bien aussi. Il était mon parrain, Carlos. Ah, quand il est parti, ça m'a touché aussi parce que c'était un homme beaucoup plus cultivé qu'il ne le laissait paraître et qu'il ne le démontrait. Et il est très profond et Carlos c'était quelqu'un qui a fait des reportages aussi comme journaliste et grand reporter incroyable. Il a raconté des histoires incroyables. Absolument, c'était un grand voyageur, un amoureux de la vie, Carlos. Et il avait une grande sensibilité et il pouvait l'exprimer à travers ses chansons parce que derrière le clown rigolo, comme toujours, il se cache un fond de tendresse. Voilà, exactement. Ça, derrière Carlos, comme derrière Henri Salvador aussi. C'est ce qui me plaît, ce sont les gens qui ont pour ambition de donner du bonheur aux autres. Qui sont pas là non plus pour se faire voir ou pour montrer qu'ils sont ceci ou cela. C'était le cas d'Henri Salvador, ce sont les cas des chanteurs fantaisistes. Je trouve qu'on manque aujourd'hui de cette style de chanson qui est la chanson fantaisiste. Merci. Alors, une petite surprise maintenant. On va passer tout de suite avec notre ami Alexandre Aubry. Bonjour Alexandre. Bonjour Cynthia. Bonjour, bien merci. Alors, une petite carte du ciel de notre cher Patrick Simonin. Oui, écoutez,
je viens de découvrir un être absolument Gémeaux, ascendant Gémeaux, dans toute sa splendeur, où le verbe est sa grande force et qui n'en finit plus d'avoir des bons mots et surtout une vivacité d'esprit pour développer son art à l'excellence, comme il le fait, en interviewant et en allant chercher les réponses dont il a besoin. Alors, c'est toute la force du Gémeaux qu'on retrouve dans cet homme-là. Il est né également un jour de pleine lune, mais au moment parfait de la pleine lune pratiquement, et c'est ce qui donne aussi toute cette personnalité-là, très colorée, malgré un certain conservatisme, là, malgré une apparence qui n'en choque pas trop, mais au contraire, une fluidité, une facilité, et je dirais même, et ça m'a fait rire la fin de l'entrevue tantôt par rapport aux bandes dessinées, on ressent à ce moment-là toute la légèreté de l'être, mais bien entendu, c'est ce qu'il dégage. Il est fondamentalement très profond, cet homme, et il a une intelligence, je vous dirais, au-dessus de la moyenne. Alors, n'essayons pas de le contredire. Cet homme a véritablement détient la vérité absolue, et bien entendu, avec toutes les connaissances qu'il a, c'est assez merveilleux. Mais ce n'est pas la personne non plus qui va s'en péter les bretelles, comme on dit ici. C'est plutôt quelqu'un qui va justement, au contraire, aider son prochain en grande partie, mais c'est véritablement son sens de la communication qui a été développé à un niveau des plus extraordinaires. Incroyable. Et dans les dernières années, là, ça a été aussi probablement une grande période je dirais, de recherche de façon plus intérieure encore, de façon plus approfondie de son métier, de sa personne également et de son implication dans le monde, sur le plan social aussi. Alors, je veux dire, retrouver sa place à travers le monde. Alors, je dirais que les dernières années étaient un peu comme ça. Eh bien, ce qui se trame à l'horizon, ça sera peut-être un petit peu plus sa vie personnelle maintenant qu'il va mettre davantage en avant-plan. Il aura davantage besoin de se concentrer. C'est ça, Patrick, vous allez davantage vous concentrer sur votre vie un peu plus personnelle, votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Va avoir cette partie-là de vous-même va avoir besoin d'être un peu plus exposée. Vous allez avoir davantage besoin de vous concentrer sur cette réalité au cours des prochaines années, comme si le monde professionnel avait pu maintenant vous placer dans la position dans laquelle vous aviez toujours souhaité, dans la place où vous êtes confortable, là où vous allez pouvoir surfer d'une certaine façon sur la vague sans nécessairement vous réinventer et maintenant mettre plus d'attention sur le plan passionnel et sentimental. C'est un peu ce qui se trame là pour les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci Alexandre. Alors je répète que votre réaction, Patrick, par rapport à ce qu'Alexandre vient vous dire. C'est très très juste, c'est incroyable parce qu'effectivement le caractère du Gémeaux, Alexandre a dit des choses extrêmement vraies sur moi-même et c'est très drôle d'ailleurs de s'entendre décrit comme ça de manière précise. Ça fait d'abord très plaisir et puis ça aide aussi parce que ça permet de se regarder soi-même en se disant il y a une perspective, il y a quelque chose. Quant à la vie amoureuse, Alexandre, écoutez, je vais m'y atteler davantage, je vais écouter vos conseils. Merci en tous les cas. La vie va vous conduire dans cette direction au cours des prochains mois, de la prochaine année. Alors, je vous dirais, c'est tout simplement parce que vous allez sentir que le monde professionnel a atteint la position que vous souhaitiez, que vous recherchiez, consciemment ou non, et tranquillement, pas vite, ce côté-là un peu plus personnel et passionnel va devenir quelque chose de plus concret, de plus vivant au cours de la prochaine année, et vous allez tranquillement, pas vite, être attiré et aspiré sur un plan plus personnel. Votre vie va se dessiner avec une meilleure compatibilité, une meilleure chimie et un meilleur équilibre sur un plan sentimental. Merci pour cette merci Alexandre. Alors je rappelle beaucoup Alexandre. Merci, c'est un plaisir. Bah oui, je rappelle qu'Alexandre Aubry est présent tous les matins dans l'horoscope de 9h à 10h. Présent aussi le vendredi matin en ligne ouverte de 11h à midi et dans l'émission L'Heure Bleue avec nous. Donc merci beaucoup Alexandre et très bonne fin de semaine. Merci et à vous également. Au revoir. Alors, on devait avoir un invité surprise, malheureusement nous ne l'avons pas eu.
Alors je vais quand même mentionner son nom parce que c'est une personne très singulière qui m'a dit beaucoup de bien de vous et qui s'appelle Anaïs Sassi, et qui est injoignable. Alors on va terminer quand même, on va lui rendre hommage, on va la saluer à travers l'antenne. Et je l'embrasse quand même, hein, parce que voilà, elle est formidable. C'est quelqu'un qui aime les livres, qui aime lire. Voilà, donc... j'allais le dire. Elle est fondatrice du Salon d'Anaïs, qui est situé dans le 17e arrondissement de Paris, et qui est un lieu chargé d'histoire, m'a-t-elle dit, en parlant du salon, de son salon, qui est comme autrefois. Exactement. Donc on la salue, et puis on va terminer cette émission avec une musique qui vous ressemble, cher Patrick, la bande originale du film Tintin. On va terminer cette émission là-dessus. On vous souhaite, on rappelle votre actualité. On vous retrouve tous les jours, heure québécoise à 13h30 sur TV5 Monde dans l'invité, juste après le journal télévisé. Et puis on vous retrouve en France aussi et partout dans le monde. Citez-nous un pays, n'importe lequel, on trouvera Patrick Simonin sur TV5 Monde. Merci beaucoup, Cynthia, et ça me fait très plaisir. Et je voudrais dire quand même aux auditeurs qu'ils ont beaucoup de chance. Votre émission est formidable, et moi j'ai la chance de vous connaître depuis longtemps, Cynthia. Vous faites les choses avec cœur, avec passion, avec amour. Vous êtes une battante. Vous êtes quelqu'un qui aime partager, je vous sens bien, je sais qui vous êtes, et je vous admire aussi beaucoup, et je voulais vous le dire dans cette émission, dans votre émission, que vous êtes quelqu'un de formidable. Merci infiniment, ça me touche énormément, je suis bouleversée. Alors écoutez, on vous souhaite une excellente semaine, week-end, soirée, journée, quel que soit le lieu où vous êtes dans le monde, et on se quitte et on vous souhaite à tous un excellent week-end sur Radio Musette. La semaine prochaine, je reçois Sylvie Payette, scénariste québécoise. Merci à tous et merci à vous, Patrick. À très bientôt. Merci beaucoup, Cynthia. Merci à tous. Au revoir.